Donc ça, c'est Festen. Voilà, vous savez tout sur le film. Non, plus sérieusement, je vais vous présenter plus en détail ce qui tourne autour de l'œuvre, puis je vais vous expliquer comment elle a été perçue au moment de sa sortie et de nos jours pour découler sur les grandes problématiques soulevées par le film. Après, j'aborderai les œuvres hors et du dossier qui m'ont semblé similaires au film. Pour commencer, celui qui a créé ce film, c'est lui, c'est Thomas Vinterberg. Il est né en 1969 et il est réalisateur, scénariste et producteur danois. En 1995, avec Lars von Trier, il crée le mouvement cinématographique Dogme 95 pour contrer les superproductions liées aux effets spéciaux et artifices présents de manière abusive qui dénaturent les films. La principale visée est donc de retourner à une forme plus sobre, libre de tout superflu, en tournant par exemple au 35 mm à l'épaule, sans que le réalisateur soit accrédité comme l'indique la charte. C'est dans ce contexte artistique qu'en 1998, Vinterberg sort le premier film labellisé Dogme 95, Festen. Ce long métrage d'1h41 respecte les règles du dogme, à savoir être au format standard, donc comme j'ai dit 35 mm, en couleur sans éclairage spécifique dans un lieu extérieur, puis à l'épaule afin de donner la sensation de voir un film amateur brut et du coup réaliste. Cette impression d'immersion se justifie par l'utilisation du caméscope DCR PC7 de Sony, d'où le faible coût de production qui s'élève à environ 1,3 million de dollars. En ce qui concerne le contexte de production, quelques années après avoir réalisé le film, Vinterberg révéla sa principale source d'inspiration, à savoir celle d'un homme qui était intervenu durant une émission radio pour raconter ce qu'il avait subi. Et du coup, le réalisateur, il a été mis au courant du récit par un de ses amis qui fréquentait une infirmière psychiatrique, et c'était celle de l'auditeur. Lorsqu'il a écouté l'émission, il a demandé au scénariste Mogen Rukov de lui rédiger un scénario sur les événements que l'auditeur avait vécu finalement. Et plus tard, il fut révélé que l'histoire avait été inventée de toutes pièces par le patient qui recevait des soins mentaux. Festen, ça parle de quoi? Ça raconte l'histoire de Christian qui est chargé de faire un discours à l'occasion des 60 ans de son père, Helge, et aussi en l'honneur de sa sœur jumelle Linda qui est décédée un an auparavant. Toutefois, il en profite pour dire ses 4 vérités au cours du repas en accusant son père de l'avoir violé, lui ainsi que Linda. Le patriarche est par extension coupable de la mort de sa fille car elle a décidé de mettre fin à ses jours à cause du secret du viol. À la suite de l'annonce, cela semble faire ni chaud ni froid aux convives, qui semblent pas croire en fait les propos de Christian et qui continue à discuter de nouveau comme si de rien n'était, laissant le locuteur pour fou. Finalement, après une journée très agitée, pleine de surprises et de remises en question, Helge est reconnu coupable par l'ensemble de la famille et n'est plus autorisé à partager le brunch avec les siens. La vérité finit par triompher. Pour ce qui est de la réception de l'œuvre, globalement, elle a reçu des critiques positives, au point d'être nominée dans plusieurs catégories. Elle a notamment obtenu le Grand Prix de l'Union de la critique de cinéma, ainsi que le prix du jury, ex aequo avec La Classe de neige, du Festival de Cannes en 1998. Le film est d'ailleurs inscrit sur la liste des canons de la culture danoise, et aussi en 2019, selon le site Rotten Tomatoes, 92% des critiques ont été positives, et le critique de cinéma Roger Ebert a donné au film une note de 3 étoiles sur 4. Donc c'est pas négligeable. Il dira que Festen mélange de manière complémentaire farce et tragédie en nous mettant au défi de réagir. Il y a des moments où un petit rire étouffé commence dans le public et ensuite instantanément étouffé, car nous réalisons qu'une scène n'est pas destinée à être drôle, ou alors l'est-elle. En outre, le psychologue Richard Gartner, spécialisé dans le conseil aux hommes victimes d'abus sexuels dans leur enfance, écrit que Festen est un film louable qui décrit avec précision les conséquences des abus sexuels. En effet, il explique que l'ampleur des transgressions du père est révélée peu à peu dans des révélations successives. Nous voyons que le fils a été gravement blessé par les abus qu'il a subis pendant son enfance et qu'il a été incapable d'avoir des relations intimes tout au long de sa vie. Sa sœur, qui s'est suicidée, a également été profondément blessée. Le père nie l'inceste pendant la plus grande partie du film et ce déni est véhiculé et renforcé dans les réactions de ceux qui entendent les accusations. Les fêtards sont momentanément choqués par chaque révélation, mais continuent quand même de célébrer l'anniversaire d'une manière presque surréaliste qui sert de mise en scène dramatique du déni chronique, souvent observé dans les familles incestueuses. En outre, le film aborde 2 notions majeures. La première concerne l'inceste mêlé à la pédophilie, qui sont toutes deux évidemment liées au mensonge et qui viennent captiver le spectateur au point de le choquer. Celui-ci est tout aussi surpris que les invités de cet aveu pendant le repas et ressent vraiment une sensation de malaise. Il a l'impression d'assister à la scène. En effet, nous sommes témoins d'un secret de famille très intime, resté secret pendant trop d'années et qui est fini par éclater devant tout le monde. L'autre sujet sensible est le racisme que la famille Klingenfeld dégage à travers des insultes et chants anti-noirs. Effectivement, les faux sourires et la pseudo-sympathie qu'apporte la famille envers le petit ami noir d'Hélène contribuent aux mensonges qu'ils gardent entre eux et qu'ils ne dévoilent pas en présence de l'inconnu. En fait, ils cachent ainsi leur
leur masque social en choisissant le visage qu'ils souhaitent montrer aux autres. Cependant, ce masque est également porté en présence des membres de la famille. C'est le cas avec Elge qui cache auprès de sa femme et du reste de la famille qu'il est un violeur, car cela serait contre les principes d'une famille aisée, les règles de bienséance et de savoir-vivre en société. De plus, ceci est particulièrement amplifié lorsque Michael chante une chanson danoise pour enfants, J'ai vu un vrai homme noir, traduit en français. Et en fait, la chanson, elle installe une atmosphère pesante supplémentaire au film. Viennent également s'ajouter la misogynie, sexisme envers les femmes qui sont réduites à des objets et l'imperturbabilité des convives face à l'annonce du viol. D'ailleurs, ces sujets sont toujours d'actualité de nos jours, bien que le film ait plus de 20 ans. Cependant, depuis le mouvement MeToo, la parole libératrice du viol se fait entendre un peu partout dans le monde et dans tous les milieux. Par conséquent, le film peut avoir une visée purgative et peut aider les victimes qui ont été ou sont dans la même situation que celle de Christian et sa sœur. Finalement, l'œuvre nous prouve qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que les fausses semblances ne sont pas si loin que ça et peuvent quand même persister au cours du temps jusqu'à ce que la vérité éclate. J'ajoute que l'absence de musique dans l'ensemble du film renforce un peu plus l'idée de mal-être et d'embarras présent au cours du festin. De plus, le fait d'être filmé à l'épaule nous permet de nous mettre à la place des convives. Cette technique de tournage brut, avec les plans qui sont constamment en mouvement, les lumières et ambiances sonores qui sont plutôt naturelles, nous fait revenir au principe de film amateur. Effectivement, ceux-ci sont peut-être moins mis en scène dû aux lumières et musiques rajoutées ainsi que le matériel utilisé comparé à des longs métrages par exemple, mais de ce fait-là, le rendu peut donner un aspect plus véridique et transparent des choses. On capture l'élément que l'on juge le plus important en délaissant les détails superficiels. Finalement, cela contribue à nous montrer le semblant de gêne que peuvent ressentir les invités à la suite de la révélation et en même temps d'imaginer l'atrocité de l'acte qu'ont pu subir les victimes. En effet, celui-ci, en plus d'être horrible, n'est même pas pris au sérieux par les autres membres de la famille et nié par le prédateur. Le côté original de ce document par rapport au thème est apporté par la manière dont est traité le sujet. Effectivement, afin qu'elle ait plus d'impact, la vérité est dévoilée auprès de tous durant un repas de famille, banquet qui est censé être convivial et joyeux puisqu'il célèbre à l'origine un événement festif. Ce retentissement permet non seulement à Christian de se libérer d'un poids lourd à porter et de dévoiler la raison pour laquelle sa sœur s'est suicidée, mais également d'humilier son père. Celui-ci, initialement mis à l'honneur, continue malgré tout de nier ce blâme, tout comme son épouse, accusée d'avoir toujours su et de n'avoir jamais agi en cachant la vérité. Après avoir visionné le film, 3 problématiques sont ressorties du lot. Effectivement, elle nous montre qu'il n'y a pas une unique manière de traiter le sujet. Le premier axe d'étude est celui-ci. La catharsis aide-t-elle à aller de l'avant? Donc dans une première partie, j'ai mis que le discours est un moyen de révéler des secrets, avec la délivrance d'un poids lourd à porter, et donc le viol. Et donc on peut ajouter aussi le suicide, qui est un acte libérateur, puisque l'on voit bien que Linda pouvait plus supporter toute cette situation et ce secret, et donc elle a préféré mettre fin à ses jours. Dans une deuxième partie, on a une confession difficile qui a digéré, puisqu'on a un ressassement de mauvais souvenirs, on a des retours en arrière qui sont douloureux et incompris par l'ensemble des convives, mais on a également un pas de plus qui est fait vers le malheur et la folie, lorsque l'ensemble de la famille et des proches pensent que Christian devient fou. Et donc en troisième partie, on tend à aller vers l'acceptation progressive de la vérité. Donc on a une partie de la famille qui est finalement unie, Hélène, la sœur de Christian, qui finalement se décide à le soutenir, ainsi que Michael qui demande à Elge de partir au moment du brunch. On a aussi une prise de conscience qui est accompagnée d'excuses, puisque Elge, justement, pendant le brunch, finit par s'excuser de tout ce qu'il a pu commettre pour convaincre sa famille et ainsi que libérer sa conscience. Donc il en découle également le questionnement suivant. La violence permet-elle de dissimuler la vérité? Donc en première partie, on a une dissimulation familiale bien enfouie, puisqu'on a une cachotterie qui est camouflée aux yeux de tous. À la base, on pense qu'il y a que le père qui fait ça et qui garde ce secret-là, mais on comprend finalement que la mère est pas si innocente que ça, puisqu'elle a l'air d'être au courant aussi de ce qui se passait et ne faisait rien. Et donc, le secret finalement s'est transformé en mobile de mort, puisque Linda a préféré se tuer plutôt que de continuer à vivre avec ça. Ensuite, on a une force masculine inscrite dans l'ADN, avec notamment un rapport des sexes toxiques. Dès le début du film, on voit Michael qui se bat avec sa femme, qu'il a abandonnée sur la route avec ses 3 enfants juste avant de venir au repas, et qui ensuite couchent ensemble comme si de rien n'était. Il va pas s'arrêter que là, il va aussi battre une serveuse lorsqu'elle lui annonce la mise enceinte. On a également l'utilisation de la posture paternelle comme pouvoir, puisque Elge essaye de convaincre Christian qu'il a tort et qu'il invente totalement ses propos. Pour lui, c'est totalement faux, il a jamais pu faire ça, et donc justement, il utilise sa posture pour dire qu'il jamais il aurait pu faire quelque chose comme ça, quoi. Enfin, on a un élément naturel impur qui fait sombrer dans le déséquilibre, avec notamment le bain, qui est un cauchemar perpétuel. On a l'eau du bain qui fait référence au viol, mais aussi lorsque Christian intitule son discours Le bain, on comprend clairement que jamais il pourra avoir une autre image que celle-ci, avec tout ce qui a pu
pu se passer dans le bain. Et d'où le fait qu'on ait une eau maudite, donc comme je l'ai dit, l'eau du bain des viols, mais aussi celle dans laquelle Pia, donc la serveuse, s'abandonne et qui, dès qu'elle est dedans, elle devient trouble. Et un autre point qui est facilement visible, c'est le rideau de douche qui fait tomber Michael et qui révèle en fait la violence constamment présente dans la famille. Enfin, pour la dernière question, je me suis penchée sur la famille. Donc ainsi, les liens du sang sont-ils plus forts que la vérité? Donc en première partie, on a une révélation qui laisse de marbre. L'imperturbabilité et l'apathie des convives est clairement choquant puisqu'ils ne réagissent pas, ils ne bougent pas. Ils sont très stoïques et reprennent le cours de leur discussion, mais normalement comme s'il y avait vraiment rien eu qui s'était passé. C'est assez déconcertant. Et ensuite, on a la lettre de suicide qui finalement est une preuve non dévoilée puisque Hélène la trouve au début du film et elle la cache dans un flacon pour les médicaments. Et en fait, elle se décide de révéler à la fin du film la lettre de suicide dans le but d'aider Christian qui s'en prenait plein de tous les côtés. Et donc dans la deuxième partie, on a une accusation qui offusque finalement. On a un symbole maternel voué au mensonge. On a Else, donc la mère, qui demande à Christian qu'il s'excuse après ses accusations. Puis elle se fait accuser en retour par ce dernier qui dit qu'elle savait depuis le départ mais jamais rien fait. Ensuite, il y a l'expulsion de Christian, une occasion à saisir, surtout pour Michael, puisqu'il peut reprendre le pouvoir et le dessus sur Christian à l'aide de deux autres invités en le battant et l'attachant à un arbre, car il croit clairement pas en les propos de Christian qui accuse son père. Et enfin, en troisième partie, on a des soutiens étrangers, le dernier espoir de la famille, avec notamment un chef qui pousse à dévoiler le pire secret. Donc ce chef-là, c'est le chef Kim, qui va inciter Christian à continuer son discours, car il est au courant du viol et qui veut que ça soit dévoilé. Et on a également une serveuse qui aide à confirmer la vérité. Il s'agit de Pia, la serveuse, qui trouve la lettre de Linda et la donne à Christian, qui la confiera ensuite à Hélène pour qu'elle révèle la vérité devant tout le monde. À présent, je vais évoquer les comparaisons hors dossier. Lorsque j'ai vu le film, une série me parut évidente à comparer avec Festen. C'est la série 13 Reasons Why, qui a été produite en 2017 et qui va se terminer là en 2020. Elle a été réalisée par Brian Yorske et est adaptée du roman 13 raisons de Jay Asher, publié en 2007. Et en fait, elle parle d'un lycéen qui reçoit 7 cassettes d'une de ses amies qui s'est suicidée, où chaque face correspond à une raison pour laquelle elle s'est donné la mort. Le lien avec notre œuvre se fait notamment avec les thématiques abordées, telles que le viol, la raison de trop qui va pousser Anna Baker à passer à l'acte et donc se suicider. Mais ce viol, en fait, il est subi par plusieurs lycéens, il n'y a pas que les filles, justement. On va avoir aussi Tyler qui va se faire violer par des lycéens dans les toilettes des hommes, et également d'autres filles dans les autres saisons. On va découvrir que voilà, c'est clairement, c'est limite une institution dans leur lycée que tout le monde soit violé. Mais on a aussi les différences entre les individus, du racisme, de l'homophobie, de la misogynie, les classes sociales qui sont pas forcément acceptées par certains étudiants et justement dégradées. En fait, il y a vraiment une différence de position, de pouvoir entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui sont hétéros ou homo. C'est pas accepté par certains étudiants, toutes ces différences, tout comme Michael dans Festen, qui clairement a toutes ces caractéristiques-là, telles que le racisme et la misogynie, ce que j'ai pu évoquer avant. Il y a une autre série qui a retenu mon attention quant aux thématiques qu'elle aborde. Il s'agit de Game of Thrones, produit jusqu'en 2019 par David Benioff et D.B. Weiss, et adapté de l'œuvre romanesque Le Trône de Fer de George R.R. Martin. Et en fait, la série s'aventure sur la conquête de pouvoir par majoritairement des hommes, grâce à la politique, notamment avec Viserys Targaryen, la force avec Khal Drogo, et aussi la violence avec Euron Greyjoy. Sans oublier les nombreuses scènes d'inceste avec Jaime et Cersei Lannister, et aussi de viol avec Ramsay Bolton et Sansa Stark, et qui sont très nombreuses au cours de la série. Et ces sujets, on les retrouve finalement dans Festen, avec la force employée par Michael envers les femmes quand même de manière générale, et ainsi que Elge pendant les scènes de viol. Un autre exemple de comparaison, c'est la série Gossip Girl, qui a été produite de 2007 à 2012 par Josh Schwartz et Stephanie Savage, qui est adaptée de la série littéraire portant le même nom de Cecily von Ziegesar. Et donc elle suit la jeunesse dorée de Manhattan qui envoie toutes les rumeurs et potins au blog Gossip Girl. Et chaque personne y est victime en fait, que ça soit un coming out forcé qui concerne Eric van der Woodsen par Georgina Sparks pendant un déjeuner en famille en plus, donc un petit lien aussi avec Festen, des tentatives de viol sur des lycéennes, surtout commises par Chuck Bass, par exemple avec Jenny Humphrey, il essaye aussi avec Serena van der Woodsen, et voilà, il continue sans cesse dès qu'il peut avoir de l'emprise sur les femmes surtout, tout comme son oncle Jack Bass. Et tout ça en fait ça passe par l'humiliation publique, tout est dévoilé par la blogueuse au point de ne pas discerner la vérité du faux. L'utilisation du pouvoir de la classe sociale mais aussi des sexes y est très présente, ce qui nous fait penser
penser à Elge et Michael qui usent de leur force et position pour parvenir à leur fin, tout comme Chuck et Bartbass. Du côté des œuvres littéraires, j'ai choisi 1984, roman dystopique de George Orwell, publié en 1949, qui se déroule à Londres en 1984. Le monde est divisé en 3 blocs, l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia, qui sont constamment en guerre depuis les années 50 et dirigés par des régimes totalitaires. Winston Smith réside en Océania et travaille pour le ministère de la Vérité. Son travail consiste à réécrire l'histoire sous le contrôle et la manipulation de Big Brother à travers les télécrans et la propagande qui en émerge. Seulement, un jour, il rencontre Julia et en tombe amoureux, ce qui est totalement interdit. Tous les deux vont donc tenter de s'échapper de ce bloc au point d'être torturés physiquement et mentalement. Winston finira après une longue résistance par être endoctriné et à croire en Big Brother. Finalement, je trouve que cette œuvre peut faire à la fois comparaison et opposition face à Festen. Effectivement, Winston et Christian souhaitent révéler la vérité à leur façon. Le premier va essayer de le faire mais va être vite rattrapé par l'autorité de Big Brother et ne pourra aller au bout de son objectif. L'autre réussira à dévoiler le vrai avant de se faire réprimander par son père, figure de l'autorité, mais arrivera quand même à aller au bout de sa visée, faire punir son père pour ses actes grâce à la divulgation et l'humiliation. En ce qui concerne les œuvres du dossier, la série The Affair, qui a été produite de 2014 à 2019 par Sarah Trim et Agai Levy, et effectivement, cette série évoque les conséquences de la relation extra-conjugale entre une serveuse Allison et un professeur Noah. Dès le pilote, nous remarquons que les deux points de vue divergent entre les deux protagonistes. En effet, leur rencontre n'est pas montrée et vécue de la même manière à l'écran, ce qui prouve que chaque personne interprète un événement d'une façon différente. Ainsi, deux personnes ayant assisté à la même action ne l'auront pas vu et ressenti avec le même point de vue. C'est également le cas avec Elge qui ne se rend pas compte d'avoir violé ses propres enfants. D'ailleurs, il répète en aparté à Christian de se taire et qu'il raconte totalement n'importe quoi. La vérité dévoilée par son fils est tellement dure qu'il ne se rend même pas compte de son acte vécu et décrit comme abominable par la victime. Une autre œuvre m'a paru proche des notions abordées par Festen. Il s'agit du livre Hamlet, tragédie de William Shakespeare, publié en 1603 et qui évoque la vengeance du héros éponyme qui tente de prouver que son père, le roi, s'est fait tuer par son frère Claudius. Hamlet ira jusqu'à faire jouer une pièce de théâtre dans l'acte 3 scène 2 qui retrace le meurtre de son père afin que l'assassin se manifeste et se dénonce. Cette confrontation publique face au coupable est également présente dans Festen lorsque Christian fait face à son père en évoquant l'acte incestueux et pédophile commis par le sexagénaire quelques années plus tôt. Le fait de dévoiler l'acte sexuel ou meurtrier devant tout le monde permet de créer un malaise chez le coupable et donc aussi le spectateur qui est présent et qui dans les deux exemples s'éclipse afin de ne pas affronter le regard des autres. J'ajoute également la pièce de théâtre Le Mensonge, écrite en 1965 par Nathalie Sarraute, et il est question d'un groupe d'amis qui parlent de Madeleine, non présente dans la pièce, qui aurait menti en leur présence en faisant croire qu'elle était pauvre alors qu'elle était une riche héritière. En effet, Pierre l'a démasquée et il représente ainsi une figure de la vérité. Seulement, ce ne semble pas plaire aux 8 autres et tente, à l'aide d'une sorte de psychodrame, par le mensonge, de guérir entre guillemets Pierre de sa manie de vouloir toujours tout révéler. Cependant, ce dernier pense que Simone ment réellement et fera en sorte qu'elle avoue peu importe qu'elle ait menti ou non. Dans Festen, Christian est le porte-parole de la vérité et est contraint de quitter le repas par des membres de la famille car ses propos dérangent. Il pense qu'il est fou, tout comme Pierre dans la pièce de théâtre, mais son père, Elge, finira par révéler son acte incestueux et pédophile face aux révélations et au malaise créés pendant le repas de famille. Enfin, la dernière œuvre en lien avec Festen est le film Rashomon d'Akira Kurosawa, sorti en 1950 et qui narre en fait deux hommes qui ont assisté au procès d'un bandit et qui forcent un voyageur à écouter le récit. En fait, il y a un délinquant qui est accusé d'avoir violé une femme et d'avoir tué son mari samouraï dans une forêt proche du portique Rashomon. Il s'agit donc de savoir qui a assassiné le mari, mais ce n'est pas si simple car chaque témoin a des versions très différentes des faits. L'acte sexuel est également perçu de manière différente dans Festen par Elge. En effet, celui-ci ne considère pas que les bains avec ses enfants étaient des viols, contrairement à son fils qui le décrit comme un réel traumatisme qui le hante. En conclusion, pour effectuer toutes ces recherches, je me suis penchée sur ces sources que vous voyez là, et l'une d'entre elles était particulièrement intéressante puisqu'il s'agit de l'interview que Thomas Vinterberg a donnée à Combini. Je trouvais ce format court captivant, résumant bien comment ils ont procédé au tournage, son intention de réalisateur, ainsi que les règles du dogme 95 qu'il a appliqué au film. Par conséquent, les explications données étaient plus concrètes et peut-être plus fiables que celles trouvées sur des sites internet. Donc voilà, vous savez tout sur le film, c'est fini.